Imaginez la scène. Le soleil brûlant d'un désert espagnol, une poussière ocre qui danse dans l'air chaud, un cheval fatigué qui s'arrête net devant une cantina délabrée. Un homme descend lentement, chapeau légèrement incliné, yeux bleus perçants sous des mèches blondes ébouriffées. Il s'assoit sur un banc en bois craquelé, sort une cuillère en fer blanc rouillé et commence à plonger dans une marmite fumante remplie de haricots rouges. Autour de lui, une dizaine de hors-la-loi s'approchent, regard mauvais, mains sur les revolvers. On attend le duel classique, le regard qui tue, les coups de feu secs. Mais non. Ce qui arrive ensuite défie toute logique. Des claques monumentales qui font voler les chapeaux, des corps qui s'écrasent sur des tonneaux, des chutes en cascade ralenties, des grimaces exagérées, et surtout, des rires incontrôlables qui montent de la salle. Cet homme, c'est Terence Hill. Pendant plus de 50 ans, il a transformé la violence en farce géante, la bagarre en chorégraphie burlesque et le western en fête familiale. Il a fait rire des enfants en collés à l'écran, des adolescents en cachette de leurs parents, des adultes nostalgiques qui reviennent encore aujourd'hui sur ces films pour retrouver un peu de cette innocence joyeuse. Mais derrière ce sourire éternel, ce corps souple qui esquive les balles comme on esquive une corvée, se cache une vie bien plus sombre, bien plus profonde, bien plus poignante que toutes les comédies qu'il a tournées. Car Terence, il n'est pas seulement un acteur comique. Il est un survivant. Un homme qui a vu le ciel s'embraser quand il était enfant, qui a perdu un fils dans des circonstances atroces, qui a traversé des années de silence et de douleur, et qui a choisi, malgré tout, de nous offrir de la lumière. Son histoire n'est pas une simple biographie. C'est une leçon sur la résilience, sur le pouvoir du rire face à l'absurde de l'existence. Et si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais ces films de la même façon. Prêt? Alors asseyez-vous confortablement, parce que ce voyage commence maintenant. Il va être long, intense et inoubliable. Terence Hill, de son vrai nom Mario Girotti, est né le 29 mars 1939 à Venise, dans une Italie encore épargnée par les pires. Horreur de la guerre, mais déjà traversée par des tensions palpables. Venisa, cette époque est une ville magique et fragile à la fois. Les canaux reflètent. Les palais aux couleurs pastel, les gondoliers chantent pour quelques lires. Les odeurs de poissons frais et de pain chaud flottent dans l'air salé. Mario arrive dans une famille aux racines croisées. Son père, Girolamo Girotti, est un ingénieur chimiste originaire d'Amelia, une petite ville perchée dans les collines ombriennes, un endroit où le temps semble s'être arrêté au Moyen Âge, avec ses ruelles pavées et ses églises romanes. Sa mère, Hildegard Thiem, vient de Dresde, cette perle baroque de Saxe connue pour ses porcelaines fines. Et ses opéras. Mario est le deuxième enfant, Odoardo est déjà là, Piero arrivera plus tard. Les premières années sont paisibles. On promène le bébé. Dans une poussette le long du Grand Canal, on l'endort avec le clapotis de l'eau contre les pierres, on lui chante des berceuses en italien et en allemand. La famille vit modestement mais avec beaucoup d'amour. Girolamo est un homme sérieux, travailleur, patriote, Hildegard une femme douce, cultivée, qui parle plusieurs langues et qui transmet à ses enfants un mélange unique de rigueur germanique et de fantaisie italienne. Mario grandit entouré de frères, avec qui il partage tout, les jeux dans les ruelles étroites, les courses le long des ponts, les éclats de rire quand ils font des ricochets sur l'eau. Personne ne se doute encore que cette enfance tranquille va être balayée en quelques mois, car la guerre, cette ombre immense, approche à grands pas. Et, quand elle frappera, elle ne laissera personne indemne, surtout pas un petit garçon de 4 ans qui va bientôt apprendre ce que signifie vraiment le mot peur. Cette enfance vénitienne, si brève, si lumineuse, restera pour toujours, gravée en lui comme un paradis perdu, un contraste cruel avec tout ce qui va suivre. Elle lui donnera cette capacité rare à apprécier les petits bonheurs. Simple, un plat chaud, un sourire complice, un rayon de soleil sur la peau. Des choses que la guerre va tenter de lui arracher, mais qu'il défendra farouchement toute sa vie. En 1943, tout bascule. Girolamo est muté en Allemagne pour travailler dans une usine chimique liée à l'effort de guerre nazie. La famille entière doit suivre. Mario n'a que 4 ans quand il quitte Venise. Le train qui les emporte traverse des paysages de plus en plus gris, de plus en plus froids. Ils arrivent à Lommatzsch, un petit village saxon chez les grands-parents maternels. Pour un enfant italien habitué à la douceur du climat méditerranéen, c'est un choc violent. Les maisons sont en briques rouges, les rues sont droites et austères, l'hiver est long et mordant. Mais surtout, la guerre est partout. Les sirènes hurlent plusieurs fois par jour. Les avions alliés passent au-dessus de leur tête comme des oiseaux de malheur. Mario joue dehors avec ses frères,
Mais il apprend très vite à reconnaître le bourdonnement des moteurs avant même de les voir. Quand le signal retentit, tout le monde descend dans la cave. Une pièce humide, sombre, où l'on s'entasse des couvertures rêches. On attend, blottis les uns contre les autres, que le ciel arrête de gronder. Mario se souvient des odeurs, la terre mouillée, la peur des adultes, le lait caillé que l'on donne aux enfants pour les calmer. Dresde est à moins de 100 kilomètres. En février 1945, la ville est rasée en 3 nuits par un bombardement d'une sauvagerie inouïe. Des tempêtes de feu. Des immeubles qui s'effondrent comme des châteaux de cartes. Plus de 25 000 morts en quelques heures. Mario n'est plus sur place, mais les échos arrivent jusqu'à Lommatzsch, les réfugiés hagards qui passent sur les routes, les rumeurs terrifiantes, les cendres qui volent parfois jusqu'à leur village portés par le vent d'Est. Il voit des adultes pleurer en silence, des enfants plus âgés raconter des histoires d'horreur. Et la nuit, dans ses rêves, il court dans des rues en flammes, il appelle sa mère, mais sa voix est couverte par le rugissement du feu. Ses cauchemars reviendront pendant plus de 25 ans. Il dira plus tard, « Le rouge est resté en moi. Pas seulement la couleur. Le rouge de la peur, le rouge de la destruction, le rouge qui ne s'efface jamais complètement. » À 6 ans, quand la guerre s'achève enfin, Mario a déjà vu plus de choses que la plupart des adultes ne verront jamais. Il a appris que le monde peut s'embraser d'un jour à l'autre, que la sécurité n'est qu'une illusion fragile. Mais il a aussi appris quelque chose d'essentiel. La famille reste. Ses parents, ses frères, ses grands-parents, ils sont toujours là, malgré tout. Et cette certitude deviendra son ancre pour le reste de sa vie. De retour en Italie, la famille s'installe à Amelia, dans la maison ancestrale du père, au cœur de l'Ombrie. C'est une région de collines douces, d'oliviers argentés, de villages en pierre blonde qui semblent avoir poussé directement de la terre. L'Italie d'après-guerre est un pays en ruine. Les routes sont défoncées, les magasins sont vides, la faim rôde dans les campagnes. Mais pour Mario, 7 ans, c'est le paradis retrouvé. Il court dans les champs, grimpe aux figuiers, nage dans les rivières glacées de l'Ombrie. Le sport devient son refuge absolu. Natation d'abord, il traverse des lacs entiers, participe à des compétitions régionales, gagne des médailles minuscules qu'il garde précieusement dans une boîte en fer. Puis la boxe. Il monte sur un ring improvisé dans une grange, apprend à frapper, à esquiver, à encaisser sans pleurer. Gymnastique artistique ensuite. Il développe une souplesse et une force impressionnantes pour son âge. Son corps devient un outil. Il comprend intuitivement que la maîtrise physique, c'est aussi la maîtrise des émotions, la capacité à garder le contrôle quand tout autour de soi s'effondre. Ces années de discipline forcent ce que l'on verra plus tard à l'écran. Un homme capable de sauter d'un toit sans se faire mal, de faire des roulades acrobatiques au milieu d'une bagarre, de recevoir des coups sans perdre son sourire. Mais à l'époque, ce n'est pas encore du cinéma. C'est juste un gamin qui refuse de rester immobile, qui canalise l'énergie accumulée pendant les années de peur. Il grandit entouré de frères complices, de cousins turbulents, de voisins qui racontent des histoires autour d'un feu de cheminée. Il découvre les livres, la philosophie, la poésie. Il est curieux, vif, mais toujours un peu réservé. Il parle peu de ce qu'il a vécu en Allemagne. Les adultes sentent que c'est une plaie ouverte et personne n'insiste. Mario apprend à enfouir la douleur, à la transformer en mouvement, en action, en rire parfois. Cette capacité à compartimenter deviendra une force et plus tard, un piège. À 11 ans, en 1950, un hasard extraordinaire frappe à sa porte. Une amie de sa mère lit une petite annonce dans un journal. Local, un réalisateur cherche des garçons pour de petits rôles dans un film. Mario se présente sans grande conviction, presque par curiosité. Dino Risi est là ce jour-là. Il remarque immédiatement ce gamin aux yeux clairs, au corps. Déjà athlétique, au sourire timide mais sincère. Il lui offre un rôle minuscule. Dans Vacances qu'ont il gangster, un enfant qui aide un bandit à s'évader. Pour finir dans des situations complètement absurdes. Mario n'a que quelques répliques, quelques gestes, mais il est d'une naturel désarmant. Pas de surjeu, pas de peur de la caméra. Juste lui, tel qu'il est. Le film sort en 1951. Quelques critiques le remarquent. Et surtout, il touche un cachet. Pour un garçon de 11 ans dans l'Italie de la reconstruction, c'est une petite fortune. Ça paie des livres scolaires, des vêtements neufs, une partie des frais universitaires futurs. Dès lors, le cinéma devient un travail d'appoint. Il continue le lycée classique, puis s'inscrit en lettres et philosophie à Rome. En parallèle, les rôles s'enchaînent, une vingtaine de films dans les années 1950. Des comédies romantiques légères, des péplums à petit budget, des drames familiaux.
Il joue systématiquement le jeune premier, le garçon charmant, l'amoureux transi, l'adolescent rêveur un peu maladroit. Des titres comme Guaglione en 1956, Lazzarella en 1957, Sorasella en 1959 où il est un maître nageur poursuivi par une adolescente. Il travaille avec des réalisateurs talentueux, Mauro Bolognini, Cito Mazzelli, Gio Pontecorvo. Mais il reste enfermé dans une image très étroite. Le beau gosse italien, éternellement jeune. Il gagne bien sa vie pour son âge, mais au fond de lui, il s'ennuie. Il se trouve timide, réservé, presque transparent quand il ne joue. Pas un rôle écrit pour lui. Il doute profondément. Est-ce vraiment ça? Sa vocation? Ou juste un moyen facile de gagner de l'argent? Il commence à se poser des questions existentielles. Il lit beaucoup, discute avec des amis. Étudiant, fréquente des cercles intellectuels. Et pourtant, il continue. Parce que refuser un rôle, c'est refuser de l'argent. Et dans ces années-là, refuser de l'argent, c'est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. 1963 arrive comme un coup de tonnerre. Artistique, Luchino Visconti le choisit pour un rôle secondaire dans Le Guépard, l'adaptation magistrale du roman de Tomasi di Lampedusa. Mario devient le comte Cavriaghi, un jeune officier garibaldien. Sur le plateau, il entre dans un autre univers. Alain Delon, Burt Lancaster, Claudia Cardinal. Et, surtout Visconti, un metteur en scène obsessionnel, maniaque du détail. Tour, une simple chemise rouge, celle des chemises garibaldiennes cousues maison. Il exige 5 essayages différents. Visconti est présent à chaque fois, observe la façon dont la lumière tombe sur le tissu, corrige la teinte au millimètre. Prêt? Mario est sidéré. Pour la première fois, il voit le cinéma comme une œuvre d'art totale, pas juste un divertissement populaire. Cette rigueur, cette exigence, cette passion le bouleverse. Il comprend qu'il peut viser beaucoup plus haut, que son talent n'est pas limité au rôle de jeune premier. Interchangeable. À la fin du tournage, il prend une décision radicale. Il abandonne l'université et se consacre entièrement à la comédie. Pour vaincre sa timidité maladive, il commence un vrai travail sur lui-même. Cours de théâtre, exercice de diction, travail sur le regard, sur la présence corporelle. Il observe les grands acteurs, analyse leur silence autant que leurs répliques. Il se prépare à devenir autre chose qu'un joli visage. Les années 1964 à 1967 sont une période de transition incertaine. Il tourne dans des genres très variés. Péplum, film, d'aventures exotiques, comédies romantiques. Mais il sent qu'il tourne en rond. Il est toujours le même personnage sous des costumes différents. En 1964, il accepte une série de contrats en Allemagne de l'Ouest. Il joue dans des westerns européens inspirés des romans de Karl May, dans des thrillers, d'espionnage à petit budget. Pour la première fois, il s'éloigne physiquement de l'Italie. Il voyage beaucoup, découvre un public différent, une façon de faire du cinéma plus brut, plus physique. Il gagne en assurance. Il apprend à porter des rôles plus durs, plus exigeants sur le plan corporel. Il commence à comprendre que son passé sportif peut devenir un atout majeur. Et surtout, il s'autorise enfin à rêver plus grand. Mais il est encore loin de l'explosion qui va tout changer. Et puis, en 1967, sur un plateau perdu dans les montagnes arides d'Espagne, arrive l'événement qui va redessiner toute sa carrière. Giuseppe Colisi prépare Dieu pardonne, moi pas, un western spaghetti classique en apparence. Le rôle du partenaire du héros est tenu par Peter Martel. Mais Martel se blesse gravement au pied après une dispute amoureuse ridicule. Colisi cherche un remplaçant en catastrophe. Quelqu'un pense à Mario Girotti. Il accepte sans hésiter. Sur le plateau, il rencontre Carlo Pedersoli, un géant de 2 mètres, plus de 100 kilos, ancien nageur olympique, voix grave, caractère volcanique. Dès les premières scènes, l'alchimie est immédiate. Ils se comprennent sans avoir besoin de longues explications. Leur rythme s'accorde naturellement. Leurs silences sont aussi drôles que leurs dialogues. Le réalisateur le sent. Les techniciens le sentent. Même les figurants rient en les regardant répéter. Les producteurs, flairant le potentiel commercial énorme, imposent des noms américains pour l'export. On donne à Mario une liste de 20 pseudonymes. Il a 24 heures pour choisir. Il opte pour
Terence Hill. Le prénom sonne clair et moderne, et les initiales TH correspondent exactement à celles de sa mairie de Gartiem. Carlo devient Bud Spencer, un clin d'œil à la bière Budweiser et à l'acteur Spencer Tracy. Terence Hill est né. Sur ce même tournage, il rencontre Laurie Wick-Boer, une américaine d'origine bavaroise qui travaille comme coach de dialogue. Coup de foudre immédiat. Ils se marient la même année. Leur fils Jess naîtra en 1969. Plus tard, ils adopteront Ross, né en 1973. Mais pour l'instant, c'est le cinéma qui les unit. Dieu pardonne, moi pas, sort en 1967 et rencontre un succès inattendu. Terence et Bud forment déjà un duo complémentaire. Le mince agile est rusé contre le colosse bourru et franc. Le public adore cette opposition physique et cette tendresse sous-jacente. Les producteurs décident de les réunir à nouveau. Et là, tout va basculer. En 1970 arrive, il l'appelait Trinita. Le rôle principal était initialement destiné à Franco Nero, qui refuse pour un contrat hollywoodien. Terence est choisi presque par défaut. Le film est une révolution totale. Un western qui se moque gentiment du western. Pas de morale. Sombre, pas de violence gratuite, pas de héros torturés. À la place, humour. Absurde, dialogue savoureux, bagarres chorégraphiées comme des ballets. Burlesque, Trinity est paresseux, menteur, toujours affamé, tricheur. Professionnel aux cartes, mais quand il se décide à bouger, c'est une tornade. D'agilité et d'intelligence. La scène des haricots devient mythique. Terence. Jeûne 24 heures avant le tournage pour que son appétit paraisse. Authentique. Enzo Barboni filme en une seule prise. Le résultat est hilarant. Naturel. Inoubliable. Le film explose au box-office italien. Il devient le plus gros succès de l'histoire du cinéma italien en termes d'entrée jusqu'en 1986. La suite, on continue à l'appeler Trinita en 1971, fait encore mieux. Terence Hill et Bud Spencer entrent dans la légende mondiale. Ils tournent ensemble. 18 films au total. Des classiques absolus. Le plus fort, Je suis. Avec les hippos. Qui trouve un ami trouve un trésor. Double trouble. Miami Super Cop. À chaque fois, la même magie opère. Des bastons. Impossible physiquement. Des répliques devenues cultes. Une tendresse bourrue. Entre les deux compères, une humanité qui transperce l'écran. Ils refusent systématiquement les rôles trop violents ou trop vulgaires. Terence décline une proposition de Fellini pour Satyricon, parce qu'il faudrait une scène de nudité explicite. Federico, tu me vois vraiment faire ça? Plaisante-t-il. Bud refuse des rôles qui exigent trop de brutalité gratuite. Ils restent fidèles à leur public, à leur style, à leur amitié profonde. En parallèle, Terence brille en solo. En 1973, il joue face à Henry Fonda dans Mon Noé. Personne. Produit par Sergio Leone, musique d'Ennio Morricone. À western. Crépusculaire, nostalgique, teinté d'humour et de mélancolie. Il tourne à Hollywood, Marche Ordi, avec Gene Hackman, Monsieur Billion, avec Valérie Perrine. Il devient une star internationale incontestée. Mais même au sommet, la vie réserve des coups terribles. En janvier 1990, la tragédie frappe de plein fouet. Ross Hill, leur fils adoptif de 16 ans, passe des vacances aux États-Unis, à Stockbridge, dans le Massachusetts. Une nuit d'hiver, sur une route verglacée, la voiture qu'il conduit dérape violemment et heurte un arbre de plein fouet. Mort instantanée. Terence reçoit l'appel en Italie. Le monde s'arrête. Lui qui a toujours transformé la douleur en sourire, lui qui a survécu au bombardement de Dresde sans s'effondrer, se retrouve face à un vide absolu. Dépression profonde. Année de silence. Il disparaît presque des écrans. Ne parle presque plus. Seule sa foi, l'amour indéfectible de Laurie et la présence de Jess le maintiennent à flot. Il dira plus tard, avec une économie de mots déchirante. Le temps aide. Pas tout de suite. Pas complètement. Mais il aide. Lentement. Très lentement. Il remonte la pente. Le travail redevient son refuge. En 1991, il réalise Lucky Luke. En 2000, il accepte le rôle-titre dans Don Matteo, une série rail où il incarne un prêtre enquêteur dans les Dolomites. La série devient un phénomène national. 13 saisons, 259 épisodes, des records d'audience, plus de 9 millions de téléspectateurs.
pour un épisode en 2016. Terence y apporte tout ce qu'il est. Humour doux, sagesse tranquille, humanité profonde. Il redevient une figure apaisante pour des millions de personnes. En 2018, après 20 ans d'absence au cinéma, il revient avec Il mio nome è Thomas, un film qu'il écrit, réalise et interprète l'histoire d'un motard solitaire qui croise la route d'une jeune femme traquée dans le désert espagnol. Un film contemplatif, mélancolique, introspectif, presque un testament artistique. Aujourd'hui, à plus de 86 ans, Terence il vit paisiblement en Ombrie, dans la région de son père, toujours marié à Laurie depuis 1967. Végétarien convaincu depuis des décennies, toujours actif physiquement. Double nationalité italo-américaine. Discret sur la politique, mais il a soutenu publiquement des candidats démocrates aux États-Unis. Son héritage est immense, des centaines de millions. De rires partagés, un genre inventé de toutes pièces, le western comique. Européen, la preuve vivante qu'on peut être drôle sans méchanceté, physique, sans brutalité. Et surtout, la démonstration qu'on peut traverser l'enfer, la guerre, la perte d'un enfant, la dépression et en ressortir avec un sourire. Sincère, pas un sourire de façade. Un sourire conquis de haute lutte. Alors la prochaine fois que vous reverrez Trinity engloutir une montagne de haricots, ou Trinity et Bambino se tabasser comme des gamins survoltés, pensez à ça. Derrière chaque gag, derrière chaque éclat de rire, il y a un homme qui a choisi la joie comme ultime acte de résistance. Et ça, c'est peut-être la plus belle bagarre qu'il ait jamais remportée. Merci d'avoir fait ce long chemin avec moi. Dites-moi en commentaire, quelle est votre scène préférée de Terence Hill? Celle qui vous fait encore rire aux larmes aujourd'hui? Et surtout, ne partez pas trop vite. Il y a encore tellement d'histoires incroyables à raconter. À très bientôt.